Notre objectif, notre ambition sur le long terme, c'est de devenir la plateforme référence pour l'investissement responsable en France puis en Europe. Bienvenue dans ce nouveau podcast vidéocast proposé par Into the Minds. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur. Il nous parle de la montagne avec son plus beau pull. On est en décembre. C'est Joseph Chouefati. Bonjour Joseph. Bonjour Pierre-Nicolas, merci pour l'invitation. Voilà, et tu es le cofondateur de Goodvest, une super start-up qui vient d'être lancée, il y a déjà quelques mois, au mois de septembre. On va parler ensemble d'investissement responsable. Donc la première chose que j'aimerais te demander, puisque vous avez eu un démarrage assez tonitruant, c'est voilà un chiffre qui résume la réussite de Goodvest. Alors, un chiffre, on a atteint 400 clients en 2 mois. On est le meilleur démarrage pour un partenaire Internet de Generali, qui est notre assureur. On pourra développer après, donc on est très content du lancement de Goodvest. Voilà, plusieurs millions d'euros de collecte en moins de 50 jours. Donc je pense que c'est peut-être intéressant de rappeler ce qu'est Goodvest à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent. Bien sûr, donc Goodvest, c'est une fintech et entreprise à mission qui propose la première solution d'épargne responsable et transparente, entièrement compatible avec l'accord de Paris. Et c'est la première du coup au monde à être compatible avec l'accord de Paris. Alors d'où vient l'idée de Goodvest? Tout le monde a envie d'investir de manière responsable, c'est pas forcément facile. Comment est-ce que tu as eu envie de te lancer sur ce marché? Bah, en fait, justement, je suis parti de ce constat. C'était, je voulais investir de manière responsable et c'était assez compliqué de trouver une solution qui correspondait à mes valeurs et qui était transparente. On n'en a pas vraiment trouvé sur le marché. Et donc, c'est en partant de ce constat-là qu'on s'est dit, on va créer une solution d'investissement responsable qui est vraiment responsable, sans greenwashing, transparente, avec une approche scientifique. Et d'où le partenariat qu'on a noué avec Carbone 4 pour construire une épargne entièrement alignée sur l'accord de Paris. Alors l'approche scientifique, c'est intéressant, le partenariat, c'est aussi intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire, un petit peu plus sur, ce qui t'a motivé à créer, ou en tout cas à avoir, cette idée et comment, le fit s'est fait avec ton cofondateur? Ah bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur Goodvest à la fin de mes études au sein du master HEC entrepreneur. Et je connaissais Antoine Beneteau, qui est mon associé, qui est le CTO de Goodvest depuis quelques années, qui est un ami d'amis. Et donc, je cherchais un profil qui était complémentaire au mien. Donc, lui s'occupe plutôt de la partie tech et produit, et moi plutôt de la partie business. Et donc, on s'est accordé pour créer la société Goodvest il y a aujourd'hui un peu plus d'un an. Et le produit a été lancé il y a 2 mois. Comment est-ce que vous avez fait pour valider, le fait qu'il y avait une traction sur le marché, qu'il y avait vraiment, des clients qui étaient prêts à à investir, leur argent dans, des fonds, plus responsables? Alors, on l'a fait comme le font pas mal d'entrepreneurs de nos jours. On a créé une landing page, donc une page d'accueil d'un site internet qui permettait de se mettre sur une liste d'attente pour bénéficier du service en avant-première avec voilà qui expliquait sur cette page du site internet les principales fonctionnalités, pourquoi c'était important, etc. Et elle a rencontré un assez bon succès. On a eu rapidement plusieurs centaines d'inscriptions, puis plusieurs milliers de préinscriptions. Et ça nous a permis de valider l'idée et de permettre également, ça nous a aussi permis de convaincre notre partenaire, Generali, de travailler avec nous, alors que j'ai 24 ans, à l'époque j'en avais 23. Mon associé Antoine a un an de plus que moi, et donc on est assez jeune, on sort d'école. Et donc voilà, pour Generali, débloquer des budgets importants pour nous, ce partenariat, c'était une prise de risque et leur démontrer qu'on avait de l'attraction avec les préinscriptions, c'était assez important pour nous pour valider l'idée et pour eux afin de nous faire confiance. Et c'était quoi la promesse sur la landing page? Alors la promesse, c'était d'avoir une épargne responsable et transparente. Uniquement ça à ce moment-là, parce que c'était assez tôt dans l'idéation. Et ensuite, on a affiné un peu notre stratégie d'investissement en se disant, faut qu'on aille plus loin, qu'on évite du greenwashing qui est aujourd'hui très présent dans la finance verte. Et du coup, on a noué un partenariat avec Carbone 4 pour analyser l'empreinte carbone des entreprises. On exclut les énergies fossiles et d'autres secteurs néfastes. Et voilà. Et au fur et à mesure du temps, on a enrichi notre landing page. On a eu des interventions dans la presse également. Et tout ça, ça a permis de nous faire connaître. Alors, on parle de greenwashing, il y avait la COP, 26 il y a quelques semaines. Tout le monde a envie d'investir de manière responsable, comme tout le monde a envie de manger bio. Dans les faits, c'est pas toujours ça qui prime, c'est plutôt le rendement. Est-ce que le rendement, en fait, est compatible avec un investissement responsable?
Alors, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. On pense que faire le bien, forcément, ça va rapporter moins, comme le bio coûte plus cher. En fait, c'est pas le cas. Alors pour le bio aussi, ça coûte souvent plus cher, effectivement. Pour l'investissement responsable, il y a une étude qui a été publiée par Oxford, une méta-analyse qui a réuni un peu plus de 200 études sur le sujet et qui indique qu'intégrer des critères de durabilité va améliorer la performance dans 90% des cas. Et en plus d'améliorer la performance, ça va réduire la volatilité. Et qu'est-ce que c'est que la volatilité? C'est le risque. Donc investir de manière responsable, ça réduit le risque et ça améliore la performance. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, déjà il y a plusieurs explications. L'explication sectorielle. Je prends l'exemple des énergies fossiles, c'est un secteur dont on sort progressivement, mais sûrement. Au contraire, on essaie de les remplacer, ces énergies fossiles, par des énergies renouvelables, photovoltaïques, l'éolien. Et donc forcément, il y a eu énormément d'investissements dans ces énergies ces dernières années, contrairement aux fossiles. Donc c'est une des explications. Pareil pour le recyclage, pareil pour la mobilité verte. C'est également des entreprises qui remportent plus facilement des appels d'offres, parce que l'environnement rentre de plus en plus souvent comme critère dans les différents appels d'offres, qui attirent plus les talents et qui attirent plus les consommateurs, qui s'exposent aussi moins à des risques de sanctions gouvernementales. Et donc tout cela réuni, ça entraîne de la surperformance et plus de résilience également en période de crise, comme on l'a très bien vu pendant le Covid d'ailleurs, où les entreprises avec un impact positif ont bien mieux résisté. Donc on a deux facteurs qui sont convergents pour expliquer que l'idée entrepreneuriale a pu être validée. On a d'une part une proposition de valeur qui tient la route et qui est basée sur des éléments scientifiques, hein, la méta-analyse, tu en as parlé, et puis d'autre part cette landing page avec 1 millier de personnes, ou même un peu plus, qui sont prêts à investir. Alors arrive le moment où il faut démarrer l'entreprise. Comment est-ce que vous avez abordé cette phase-là? Comment se sont passées les discussions? Est-ce que Generali a été le premier partenaire de choix ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé dans cette phase-là? Alors il y en a eu d'autres, Generali n'était pas le premier. On était en discussion avant avec un autre assureur voilà. Et puis en même temps avec Generali. L'autre assureur a avancé beaucoup plus vite, jusqu'à un jour où on n'a plus tellement eu de nouvelles. Et on a reçu un mail en nous disant qu'ils souhaitaient plus avancer. Et on avait vu une présentation qu'ils avaient fait à leur comité exécutif, comme quoi l'élément bloquant, c'est l'âge des cofondateurs. Ok. On Voilà. les Donc, salue. On voilà. les salue s'ils nous regardent. On les salue, je vais pas citer leur nom, mais on les salue. Heureusement, Generali a été un peu plus ambitieux et un peu plus innovant, et s'est dit que c'était bien de faire confiance à la jeunesse pour ce type de sujet. Et bon, ils ont eu raison parce que effectivement, comme on le disait au début de ce podcast, on est le meilleur démarrage pour un partenaire internet de Generali. Donc, je pense que l'autre assureur s'en mord peut-être un petit peu les doigts. Voilà, la prochaine fois, il faut confiance à des jeunes aussi. Ok. Les discussions ont quand même été compliquées avec Generali. Est-ce qu'il y a eu des points d'achoppement ou est-ce qu'ils vous ont fait confiance dès le départ, juste sur la base des éléments que vous aviez donnés? C'était long, mais je pense qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de point, pas eu de point bloquant. On a eu plusieurs appels. J'ai eu, je pense, 4-5 appels avec une responsable grand compte. Puis après, j'ai rencontré le directeur commercial pour un déjeuner à Paris. Puis à la rentrée, ils m'ont dit, OK, c'est bon, on y va. Donc ça a pris quelques temps. Entre le moment où ils m'ont dit, c'est bon, on y va, et au moment où on a vraiment commencé à travailler ensemble, il y a eu 2-3 mois. Et après, pour développer la solution, il y a eu 6 mois encore. Donc c'était long. C'est un assureur. Ils le disaient eux-mêmes, hein. Je sais de Corentin, qui est le directeur commercial, qui me disait, voilà, nous les assureurs, on est des dinosaures. C'est pas totalement faux, même si Generali est probablement un des moins vieux des dinosaures, enfin en tout cas un des plus, un qui a le mieux évolué. Mais effectivement, c'était long et compliqué de travailler avec un assureur, mais on est très content aujourd'hui de notre collaboration avec Generali, d'autant plus que c'est un des 3 assureurs qui a pris les engagements nécessaires pour respecter l'accord de Paris, Mhm. avec AXA, entre autres. Donc on est très content de travailler avec Generali. À partir du moment où ils vous donnent le go, qu'est-ce que vous devez développer et comment est-ce que tu as fait pour développer véritablement la solution qui existait jusqu'alors uniquement sur le papier? Alors, on a du coup notre équipe tech qui a travaillé avec l'équipe tech de Generali pour se brancher avec eux. En fait, Generali, pour bien comprendre, c'est en quelque sorte notre dépositaire. C'est eux qui sont en charge de faire tous les mouvements, les arbitrages, mais c'est nous qui assurons la gestion et donc qui prenons les décisions d'investissement. Donc, on a dû se brancher avec eux en API. Alors, il y a eu pas mal de travail là-dessus. En parallèle de cela, on a dû négocier la convention de partenariat avec Generali, qui est quand même un document qui fait pas très loin de 100 pages.
donc et qui est assez technique. On a dû s'entourer d'avocats là-dessus pour s'assurer des différentes clauses. Et donc tout ça mis bout à bout, ça a mis environ 6 mois avec le lancement de la version bêta cet été pour un lancement grand public en septembre. Donc là, maintenant, on est dans une phase, on va dire, d'accélération. On est au mois de décembre 2021. Euh, Comment se passe cette phase d'accélération, de décollage? Quels sont les défis auxquels tu fais face? Est-ce qu'il y a par exemple des défis en termes de recrutement, hein? On sait que le marché est super tendu en ce moment sur certains profils IT, notamment du dev. Comment est-ce que tu gères ça? Alors pour les profils tech, on a eu beaucoup de mal au début. Là maintenant, depuis, ça va pas mal, ça va vraiment mieux. On a recruté plusieurs développeurs assez rapidement ensuite, surtout que depuis que la solution est live et on a des très bons retours clients, donc les développeurs apprécient aussi qu'il y a une prise d'initiative qui soit forte, qu'il y ait beaucoup de réactivité de toute l'équipe. S'ils souhaitent implémenter une fonctionnalité, alors ils ont l'accord ou la raison pour laquelle on peut pas le faire en quelques minutes ou en quelques heures euh, dans les cas les plus longs. Effectivement, là, on recrute actuellement un CMO ou une CMO, profil stratégique. On passe pas mal de temps là-dessus. Et effectivement, il y a une vraie tension en ce moment. Il y a pas mal de recrutement en tech et pas uniquement, également en growth et dans certains métiers spécifiques aux fintech et aux startups. Comment est-ce que tu sélectionnes les entreprises qui peuvent faire l'objet d'un investissement? Alors, on a pas mal de critères là-dessus. Un de nos premiers critères, comme j'expliquais avec Carbone 4, c'est l'empreinte carbone. On va regarder l'empreinte carbone de l'entreprise et on va regarder aussi bien son empreinte carbone directe que indirecte. Chose très importante, je prends un petit exemple hein, pour expliquer ça. Prenons l'exemple d'une Renault. Il y a trois scopes d'émissions de CO2. Le scope 1, c'est les émissions directes de la fabrication de la Renault. Le scope 2, c'est les émissions indirectes liées à la fabrication, par exemple le chauffage de l'usine. Et le scope 3, c'est les émissions indirectes, donc les autres parties prenantes, fournisseurs et l'utilisateur final, qui conduit la Renault. Bien souvent, dans les entreprises polluantes, c'est le scope 3 qui est très polluant. C'est le cas également des énergies fossiles, c'est pas le fait d'extraire du pétrole qui est polluant, c'est le fait de l'utiliser derrière et de rouler avec un véhicule par exemple. Donc le premier critère, c'est les trois scopes d'émissions de CO2. On veut uniquement des fonds qui sont composés d'entreprises compatibles avec l'accord de Paris. C'est le premier critère. Deuxième critère, en lien avec le premier quand même, l'exclusion sectorielle. On exclut plusieurs secteurs, toutes les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, aussi bien l'extraction que la production. On exclut également le tabac, l'armement et les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Il y a aussi le divertissement pour adultes d'ailleurs qu'on exclut. Donc tous ces critères-là, ça va éliminer quand même pas mal. Il y a une étude des Échos qui est sortie il y a quelques semaines maintenant qui explique qu'il y a moins d'1% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris sur les deux premiers scopes. Et quand on rajoute le troisième scope, on descend à 0,2% Voilà. de fonds Mais donc, alors, compatibles avec qui est-ce l'accord de qui Paris. reste à la fin, Joseph? Qui est-ce Ah, qui reste pour investir? il reste beaucoup moins de monde, hein. Voilà, on a aujourd'hui sur des dizaines de milliers de fonds scannés, on en a une dizaine référencés chez Goodvest. Donc il reste des entreprises quand même dans tous les secteurs, hein, y compris des entreprises du CAC 40. Donc on a vraiment des entreprises de toute taille, des PME, des grandes entreprises, dans tous les secteurs, bien sûr, les secteurs exclus qui ne sont pas représentés. Mais on prend les meilleurs élèves de tous les secteurs. Je prends un exemple, on parle pas mal de tech ces derniers mois avec le Covid, etc. Sur les GAFA, on n'a aucun des GAFA qui rendent nos critères, mais on a parmi les GAFAM, si on rajoute le M, on a un critère, on a une entreprise qui d'ailleurs est devenue, qui est passée là, il y a quelques semaines, première capitalisation mondiale devant Apple, Microsoft. Et Microsoft, en fait, a pris énormément d'engagement depuis déjà quasiment une dizaine d'années euh, sur leur empreinte carbone. Et ils ont les meilleurs serveurs en termes d'émissions de CO2. Ils ont testé énormément de choses, par exemple mettre les serveurs sous l'eau, énormément d'innovations technologiques. Ils ont dépensé vraiment des milliards là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir des big tech, vraiment des géants de la technologie qui sont quand même, qui font d'énormes efforts sur l'empreinte carbone. Et donc on a par exemple une société comme Microsoft qui peut faire partie de nos portefeuilles. Certains de nos clients, quand ils le voient, parce qu'on est très transparent, peuvent être étonnés, mais du coup on leur explique pourquoi Microsoft rentre et Amazon ne rentre pas. Bah, c'est une bonne réponse parce que j'avais envie de te piéger sur, sur cette question-là. Parce qu'on oublie trop souvent que la digitalisation a aussi un coût environnemental, avec Tout des à fait. fermes de serveurs qui, d'ici 10 ans, vont représenter 10% de la consommation électrique de la planète. Alors avec d'aussi belles perspectives, hein, même s'il reste que 10 fonds, on a quand même des KPI qui sont vraiment, vraiment pas mal pour le démarrage, pour le décollage. Comment est-ce que tu vois le futur de Goodvest? Est-ce que
il y a une extension géographique? Comment est-ce que tu vois ça? Allez, raconte-nous. Alors, notre objectif, notre ambition sur le long terme, c'est de devenir la plateforme référence pour l'investissement responsable en France puis en Europe. Donc là, on démarre bien avec un très bon démarrage en France. On espère lancer d'autres pays fin 2022 ou début 2023. Et également diversifier notre offre. Donc là, on a commencé avec l'assurance vie en France. On est en train de travailler sur un plan d'épargne retraite, PER, également sur un compte titre qui va nous permettre de faire deux choses. Premièrement, d'adresser également le B2B, les entreprises, la trésorerie d'entreprise. On a beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent investir leur trésorerie chez nous, ou de holdings également, d'investissement. Et surtout, le compte titre, vu qu'il n'a pas une fiscalité avantageuse, c'est un des avantages. L'autre côté, l'avantage, c'est qu'il peut être distribué absolument partout, parce que la fiscalité, du coup, est la même. Et donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant avec le compte titre. Alors que de belles, perspectives. Je vais finir le podcast en te posant une question que j'ai déjà posée au CEO, d'Assurly, Toufik Gozim qu'on salue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation dans tout ce qui est, assurtech, fintech ne peut venir que, des startups, que des TPE, PME? Et est-ce que les grands groupes, les dinosaures, hein, comme tu les as appelés, sont encore capables d'innover? Alors, très honnêtement, je pense quand même depuis un an que je commence à bien connaître le secteur des assureurs. Je pense qu'ils sont totalement incapables d'innover seuls. Je parle en tout cas pour les assureurs français, hein. Alors il peut y avoir des néo-assureurs qui se lancent. On en a entendu, voilà, il y a Alan par exemple qui s'est lancé, mais les vieilles structures du type Allianz, AXA, etc. vont avoir du mal à innover seuls. Ils ont pris déjà beaucoup de retard et ils n'ont pas du tout la même agilité que les startups. En revanche, les startups ont besoin, très clairement, ont besoin des assureurs pour se développer, pour utiliser les infrastructures, leur sécurité, leur solidité en termes de bilan. Et donc, je pense que voilà, Generali a fait le très bon choix de multiplier les partenariats avec des fintechs pour se développer. Et choix qui a vraiment été le bon en 2020, notamment pendant la période du Covid, où les assureurs qui sont très peu digitalisés ont fait des très mauvaises années, contrairement à Generali où la collecte Internet était particulièrement bonne. Bien, merci de nous avoir raconté cette, belle aventure, entrepreneuriale, Joseph. Je rappelle que tu es, le cofondateur de Goodvest et que tu nous parlais en direct, de ton chalet à la montagne avec le pull, qui va bien. On est en décembre, c'est normal. Merci beaucoup et à bientôt pour refaire le point sur Goodvest. Merci beaucoup Pierre-Nicolas.